Vincent Mousseau, mais pronoms sont IL avec des accords masculins en français, they, them en anglais. La deuxième partie du panel de notre soirée porte sur la stigmatisation des personnes noires et racisées LGBTQ2+. Mais d'abord, avant de continuer, j'aimerais juste présenter nos panélistes et je vais lire leur biographie. Donc, Chiakou Niapi est une militante panafricaniste et queer d'origine ivoirienne, responsable des communications pour le projet de recherche SAVI LGBTQ de la chaire de recherche sur l'homophobie de l'UQAM et designer à temps perdu. Temps perdu à travailler là, I can't believe it. Elle s'intéresse principalement aux relations dites Nord-Sud, au développement socio-économique des communautés noires, par et pour, bien entendu, et à la déconstruction des paradigmes LGBTQ+, développée selon une compréhension occidentale. Elle inscrit ses recherches dans des perspectives féministes intersectionnelles, panafricaines et décoloniales. Ses nombreux centres d'intérêt, musique, littérature, poésie, art visuel, théâtre et cinéma, lui permettent de régulièrement côtoyer les scènes artistiques afrodescendantes et les scènes artistiques queer montréalaises. Merci, si on peut juste accueillir. Merci. Et Uwayo est né en Tanzanie, mais originaire de Rwanda. Il a grandi dans plusieurs pays d'Afrique, dont la Tanzanie, le Niger, le Kenya, le Bénin et la République centrafricaine. Après son secondaire, il a adopté pour un baccalauréat en économie et politique à l'Université de Montréal, je suis désolé, complété en mai 2016. Je vais étudier à l'UDM, je peux me permettre. Il est cofondateur de l'Association africaine de l'Université de Montréal et fut président du conseil d'administration d'Arc-en-Ciel d'Afrique entre 2016 et 2018, un ancien organisme communautaire afro-LGBTQ basé à Montréal. Il s'identifie comme queer africaine, rwandaise et immigrante. Il est passionné d'art, de mythologie, d'anthropologie, de cuisine méditerranée et de voyage. Son idéal est celui de la justice sociale et s'articule autour de ses engagements au sein des structures communautaires, des personnes marginalisées comme les immigrés, les personnes LGBTQ, ainsi que les intersections de ces deux groupes. Elle s'intéresse de plus en plus à la déconstruction des traumatismes et des microagressions subies par les immigrés et les personnes racisées. Son domaine d'expertise dans ses engagements est la communication, soit-elle par les réseaux sociaux, à travers l'événementiel ou la formation, ainsi que par la diversité de la sexualité et l'identité de genre dans les sociétés précoloniales africaines. Je vous prie d'accueillir Uwayo. Donc, sans plus tarder, on va vraiment sauter là-dedans. On commence en parlant des différentes formes de stigmatisation que subissent les personnes noires et racisées LGBTQ+. Imagine qu'on ne parlait pas à une sale moitié de personnes noires, puis comme si on expliquait ça à des personnes blanches qui n'avaient aucune idée c'est pas le racisme. Let's go! Tout juste avant de rentrer dans ce sujet-là particulièrement, je voulais juste faire un petit retour sur une question qui avait été posée dans le panel précédent, une question en commentaire, par rapport justement à, entre autres, l'homophobie dans les communautés racisées, notamment dans les communautés noires. C'est effectivement important, la question des alliés, mais en même temps, je suis tout à fait d'accord avec la réponse. Oui. Par contre, c'est aussi important qu'on se rappelle d'où nous vient l'homophobie qu'il y a dans les communautés noires. Sans colonisation, sans christianisation, il n'y a pas d'homophobie, il n'y a pas de transphobie dans nos communautés. Lorsqu'on regarde aux communautés traditionnelles, justement, c'est entre autres pour ça que je m'intéresse beaucoup à la déconstruction des identités LGBTQ, puis à plutôt voir dans les sociétés africaines traditionnelles, et lorsqu'on regarde en Asie, sur l'île de la Tortue ici, dans les communautés latinx également, cette notion d'essence, en fait, de construction du genre qui est vraiment une essence féminine, une essence masculine qui peut cohabiter au sein d'un même corps, cette notion justement de fluidité de genre, de fluidité de la sexualité, c'était des notions qui étaient acquises, qui sont justement dans les choses qu'on doit déconstruire en tant que communauté noire, qui ramènent au fait qu'on a beaucoup de choses, beaucoup de travail à faire en fait au sein de nos communautés noires. Puis là, j'imagine que je vais terminer cette réponse en répondant à la question. Moi, personnellement, par rapport à cette question, puis bon, Uwayo, si tu veux, tu expliqueras. Je trouve que déjà, dans le panel précédent, les points ont été abordés.
Puis également, je trouve qu'il y a beaucoup de contenu qui a été produit par les personnes racisées, par les personnes noires, par les personnes afro-queer avant. C'est des discussions qu'on a et qu'on a constamment, qu'on recommence à avoir. Il y a des textes, il y a des articles, il y a des blogs, il y a des chaînes YouTube, il y a des pièces de théâtre, il y a des films, il y a des illustrations, il y a des séries photos, il y a toutes sortes de contenus qui parlent, qui l'expliquent. Et il y a aussi, quand j'entends cette question-là, il y a un moment où j'ai une fatigue parce que je me dis, ben, en fait, vous entendez pas ou vous voulez tout simplement pas entendre parce que j'ai pas envie de devoir encore répéter. Il y a beaucoup de travail qu'on a à faire. Il y a un moment où, justement, si on parle d'alliés, vous devez vous éduquer, vous devez aller chercher le contenu qui est présent, puis vous devez faire le travail, puis faire le travail auprès de vos gens, comme je dis. Des fois, je dis, ouais, à mes amis blancs, je dis, ouais, mais parlez à vos frères et sœurs. En moi, j'ai fini, tu sais. Donc, c'est bon, si tu veux rajouter, vas-y, fort. Là, j'ai dit ce que je voulais dire. Ouais, c'est ça, en fait. Il y a tout, en fait, et c'est très intéressant. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de foi dans l'intellect de mes interlocuteurs, tous. Et je sais pas pourquoi, peut-être il faudrait pas. Non, franchement, mais non, il va comprendre, je vais lui dire. Mais ouais, juste 2 points, en fait. Premier point, c'est ça, la stigmatisation. Tout en revenant à ce petit cercle qu'on avait tout à l'heure là-bas qui était très dynamique, donc moi j'ai pris des petites notes dans ma tête, let's go, ça peut miauler de partout. Dans le sens que, en fait, on parle beaucoup, ouais, on a parlé beaucoup d'alliés là, les dernières minutes, mais il y a, moi je vais, tu sais, les alliés, je leur donne un devoir encore plus loin, parce que je crois en leur intellect, vous voyez, dans le sens que à chaque allié, il faut toujours qu'un allié ou quelqu'un qui se veut rentrer dans cette dynamique d'allié se rappelle de choses de sa position dans la structure systémique de la racialisation. Et je donnais un exemple parce que tout à l'heure, moi j'ai des collègues blancs et récemment où je travaille, on a eu un nouveau garde de sécurité noir. Et moi je suis oh, black coworker, et genre ouais, on a commencé à trop se kiffer, et tout ça, et à être trop amis. Jusqu'à ce que 2 semaines plus tard, il lâche un commentaire super transphobe, super homophobe. Oh. Et là, donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, du coup, j'ai pris mes distances. Et beaucoup de mes amis, collègues blancs alliés sont venus, oh, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus aussi, tu es distant, tu es fermé à côté de Marc et tout. Et moi, là, dans ma tête, ça a tilté en fait. J'ai fait, mais en un mot, en une phrase, en une interaction, il n'a plus de job, tu vois. Et puis moi, je pense à lui qui est immigrant aussi, qui n'a pas eu de scolarisation au Québec, tu vois. Donc c'est ça. Donc, il y a toujours une socialisation dans l'homophobie internalisée, la transphobie internalisée. C'est-à-dire que, si toi tu es Montréalais, blanc, et que tu as grandi à Westmount ou même on va dire NDG, et que tu as été baigné dans ce Canada ou ce Québec très droit LGBT, mariage pour tous et tout ça, et que pour toi c'est une donne, quand tu vas essayer de peut-être rentrer dans une conversation avec une personne qui, de par son historique d'immigration, de colonisation, d'esclavage, de colorisme et tout ça, est homophobe ou transphobe, je pense que pour beaucoup d'alliés, il faut le prendre en considération aussi, parce que mettre une personne sur un banc d'accusés très rapidement, très facilement, il y a des strates, il faut qu'on acknowledge, qu'on reconnaisse ces strates. Je pense en fait qu'on rentre dans une dynamique qui est vraiment intéressante là-dedans. C'est en fait, souvent, on voit l'approche qui est prise par des communautés blanches, à prédominance blanche, les organismes communautaires et tout, en interagissant avec nos communautés, se voient comme étant des sauveteurs un peu. C'est on va vous sauver de vos communautés franchement homophobes et transphobes. On est là pour vous accueillir. De un, ils font le travail pour travailler le racisme au sein de leur communauté, fait que ça continue à être perpétué puis ça cause des problèmes. Fait que déjà à la base, c'est pas bon, et c'est pas un espace qui est accueillant pour nous, mais en plus,
être noir, ça fait partie de nos identités, tu sais, nos cultures sont importantes pour nous, tu sais. Fait que de reconnaître ça, puis de vraiment, de commencer à dénigrer ça dans votre travail d'allié, c'est pas pertinent, c'est pas pratique, en fait. Ça nuit à ce que vous pensez être en train de faire, tu sais. Fait que je pense que c'est important de réfléchir là-dedans, puis qu'est-ce que ça donne l'impression aussi de considérer les communautés noires comme étant homophobes, forcément. Tu sais, comme je disais, je lisais une recherche, je lisais des statistiques d'une recherche tantôt, où on parlait des statistiques et des personnes qui disaient les gars noirs fétichisent et tout, mais cette même étude-là, on parlait de l'homonégativité au sein des communautés ethnoculturelles, les perceptions que les gens avaient de ça. Mais je pense souvent, on a tendance à dire, ben là, c'est ça, les statistiques nous démontrent que ces communautés-là sont homophobes et transphobes et c'est tout. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une citation qui est ressortie de ça était vraiment cool. C'était, ce que j'entendais souvent, c'est que les Noirs sont homophobes, la culture noire est très, très homophobe, et nous, les Blancs, on est l'exemple à suivre pour combattre l'homophobie. Moi, ce que ça me fait sentir, c'est que je viens d'une culture homophobe, donc je suis quelqu'un qu'il faut détester. C'est la citation d'une personne qui participait dans la recherche. C'est ça l'impression aussi que ça a aussi de rentrer dans ce mode de sauveteur blanc, de comment on va aller sauver les noirs. Tu sais, c'est ça l'impression que ça donne. Fait que je pense que c'est important de réfléchir là-dedans. Je pense que c'était un commentaire. Non, mais en fait, c'est que ça ramène vraiment à ce qui a été dit au tout début, c'est que en fait, la manière qu'a été construit les identités LGBTQ, la conception, justement, bon, ça ramène un peu quand même dans les stigmas, mais c'est justement lorsqu'on parle de stigma, de défis pour des personnes noires queer, c'est qu'il y a plusieurs, déjà, on a construit la queerness, les identités LGBTQ autour des personnes blanches, autour très rapidement, même si le mouvement LGBTQ, entre autres, a été démarré par des femmes trans noires, des femmes trans latinas, très rapidement a été récupéré par des hommes blancs gays de la classe moyenne qui sont devenus le visage des mouvements des mouvements fierté et autres. Donc, lorsqu'on parle justement de la construction des identités LGBTQ qui sont devenues blanches, lorsqu'on parle des femmes trans, lorsqu'on voit une visibilité des femmes trans, on voit des femmes trans blanches, on voit des personnes non binaires blanches. Donc, toute cette construction fait que, justement, ça tape encore plus dans le fait que la modernité de comprendre la fluidité de genre, de comprendre la fluidité de la sexualité est attribuée aux sociétés blanches, alors qu'en fait, ce sont les sociétés qui sont à la base de la condamnation dans les autres sociétés qui sont maintenant celles qui sont les plus homophobes. Donc, il y a tout cet inversement qui a été fait, puis justement qui fait qu'au final, en tant que personne queer racisée, dans ta communauté, les gens sont comme, ça c'est un truc de blanc. Moi, quand je suis de la Côte d'Ivoire, quand je vais en Côte d'Ivoire, et qu'on passe et vous au Canada, là, avec votre histoire de gay, les gays ici, elle était comme ça, clac. Ah ouais, non, ça, par contre, j'étais énervée, j'écoutais plus parce que bon, je tune out. Mais il y a un moment où ils étaient en train dans ma famille, ils étaient en train de parler, mais tel quartier, ça, c'est les lesbiennes qui sont là-bas. J'étais comme, merde, j'ai manqué le nom du quartier. Comme, il y a un quartier au pays, c'est un quartier des lesbiennes, il faut qu'ils en reparlent le jour là, je vais écouter. Mais donc, il y a toute cette construction de comme, ce qui est gay, ce qui est LGBTQ, c'est blanc. Alors que, non, justement, ça l'est pas, ça nous a été amené. Puis ça, je l'ai pas dit aussi, mais non seulement la colonisation, la christianisation, mais genre, c'est un élément que j'aime aussi apporter. Puis désolée, je vais utiliser les termes viol. Mais il y a également tout ce qui est au niveau de l'esclavage, c'est que les viols publics des hommes noirs étaient utilisés pour briser les personnes qui étaient identifiées comme des leaders. Donc il y a également tout cet imaginaire au niveau de justement comme t'acceptes de te faire mettre comme. Donc ça a également tout ça qui vient taper dans l'imaginaire aussi dans les communautés noires, qui est également un autre justement relent de colonisation, esclavage et tout. Donc il y a beaucoup de choses à déconstruire dans nos communautés et justement à revoir.
Et ouais, donc ça revient encore, vous avez du travail, comme prenez le relais d'éduquer vos gens. J'adore cette conversation, j'ai l'impression qu'on est vraiment comme... Je pourrais juste être là pour en parler, mais on a des sujets. Mais en fait, un truc que je veux... Je veux juste dire, c'est libre à vous aussi d'aller avec le coup, là, c'est juste... On fait ce qu'on veut. Ben oui, tu sais, on parle de ça. Cool. Mais je pense, en fait, ce qui est intéressant, puis ce que je pense qui est important à ramener, c'est l'idée souvent qui existe dans les communautés caribéennes, africaines, que la colonisation, que les identités LGBTQ sont une idée coloniale. Tu sais, ça vient pas de nous, ça vient de tout ça. Mais en fait, si on regarde d'un optique d'homonationalisme, on regarde de cette idée de comme, nous, check bien comment on traite bien nos gays ici, vous êtes barbares parce que vous ne traitez pas vos gays de la même façon que nous autres. Tu sais? Fait que ça, cette impression-là, c'est déjà, à la base, c'est déjà présent. Mais en fait, il faut comprendre que comme, étant donné, on comprend qu'il y a une diversité des identités de genre, il y a une diversité des orientations sexuelles ici au Canada, mais pourquoi on ne permet pas ça aux autres dans d'autres pays? Tu sais, les autres définitions de la sexualité et de l'identité de genre, par exemple, un bon exemple, c'est l'identité Hijra en Inde. Souvent, l'identité Hijra n'était pas la même chose que l'identité trans. Alors que nos dynamiques, tu sais, comme notre culture occidentale dominante est venue pour dire « Ah, vous autres aussi, vous avez des trans, aussi, c'est comme ça qu'on les traite, c'est comme ça qu'on devrait faire, c'est tout ça. » Et on le voit dans la manière dont l'Inde et le Pakistan ont été en train de créer des lois. Ils ont créé des lois, par exemple, les lois commençaient, puis ça disait, ça parlait de l'identité Hijra. Par exemple, on peut avoir le H comme marqueur de genre, le E comme marqueur de genre qui signifie eunuch dans le temps. Là maintenant, tout ce qui est nouveau, qui sort, c'est tout trans. Fait qu'il faut aussi qu'on essaie de comprendre les identités LGBTQ+, occidentales comme étant elles-mêmes coloniales. Tu sais, c'est pas à nous d'aller à d'autres pays pour imposer notre manière de voir le genre et la sexualité sur eux. Tu sais, ça se peut que ces communautés-là ont d'autres manières de concevoir ces concepts-là, puis c'est à nous de les respecter. Par exemple, comme les communautés autochtones au Canada, en fait, en 1999, lorsqu'ils ont créé l'identité et réclamé l'identité de vie spirituelle, tu sais, c'est un terme qui a été créé pour référer à un concept qui existait toujours, mais c'était un acte aussi de décolonisation active. C'est important de réfléchir sur ça aussi. Puis justement, c'est intéressant que tu amènes ce pan-là du fait que le fait d'imposer un nom coupe beaucoup justement d'imposer un mot ou de mettre un terme autre sur des identités, comme impose justement également toute une culture et efface beaucoup d'éléments importants, parce que ce qui est important, puis bon, c'est sûr que chaque fois que je parle, c'est surtout les communautés africaines auxquelles je me suis intéressée, mais c'est quand même présent, justement, comme j'ai dit, aussi dans les autres communautés racisées, de manière générale, mais comme, honnêtement, dans plusieurs autres. Mais entre autres, pour les Hijra, je ne veux pas dire Hijra, c'est qu'il y a justement, très souvent dans nos sociétés, il y a cette conceptualisation des êtres, des identités comme étant corps, âme et heart, body and soul, et la spiritualité également. Donc, tout ça est interrelié. Alors, les identités qu'on dirait aujourd'hui queer, mais qui étaient autres lorsqu'on parle de ces moments-là, en fait, amenaient également tout un côté, il y avait comme, souvent ça venait avec une place dans la société, un rôle dans la société. Donc, lorsqu'on met le mot, par exemple, trans, ben on enlève tout le reste qui venait avec, et on perd en fait aussi cet accès aux connaissances, puis en fait, c'était quoi notre rôle effectivement dans la société. Dans certains livres, ils parlent de gardiens comme la traduction qu'ils ont mis, c'est genre les gardiens des portes. Donc, techniquement, on serait comme des gardiens, mais donc il y a des gardiennes. Donc, il y a toute, justement, une responsabilité qui venait. Donc, le fait que, parce que très souvent aussi dans
dans les communautés traditionnelles africaines, nos divinités, et il y avait plusieurs de nos divinités qui étaient hermaphrodites, donc justement qui portaient ces deux essences. Donc les personnes qui, comme les êtres humains qui étaient vus comme portant ces essences-là également, étaient comme justement vus comme, ah ben vous avez un lien direct aussi avec le spiritual world et tout. Donc il y a tous ces éléments qui se perdent lorsqu'au final on utilise LGBTQ ou queer, qui sont d'une conception qui convient dans les sociétés occidentales, parce qu'elles sont construites justement selon les conceptions occidentales. J'adore. Mais bon, pour revenir à mes potes, mes amis, mais j'ai une petite anecdote qui m'est revenue parce que moi j'aime bien partir des anecdotes et puis après de là descendre sur le concept ou la conversation. J'étais à un film un festival de films LGBT à Ottawa. Et puis il y avait avant chaque film, il y a comme quelqu'un de l'organisation qui va venir, qui va présenter le film et puis qui va dire. Et là, ce jour-là, j'étais dans la salle et donc il y a ce member of the board du conseil d'administration ou whatever qui est là, qui dit donc il présente le film et qui dit oh nous allons accueillir sur scène non la personne a dit un truc oui, on a un fonds pour aider les réfugiés, tout ça, et puis on va laisser un des réfugiés qui a été bénéficiaire de ce fonds venir sur scène et puis nous parler un peu. Et donc, la personne continue à présenter la personne réfugiée et dit oui, cette personne a quitté le Pakistan ou elle vivait des moments effroyables et maintenant la personne est au Canada en sécurité, nous sommes super contents et tout. Et là, malaise total en fait. Et parce que ce qui m'a fait d'autant plus mal, ça m'a fait mal, mais ce qui m'a fait d'autant plus mal, c'est la personne effectivement réfugiée qui est venue sur scène et qui a commencé à faire un plaidoyer sur la beauté du Canada et remercier les personnes, remercier les institutions, peut-être même à un moment une banque, je pense. Donc, moi j'étais là, ouh, et là, bah, après ça, tu sais, après une intervention, les gens applaudissent. Et de façon très mécanique, moi, j'ai failli commencer à applaudir et j'avais une personne à côté de moi, une personne noire, queer, qui a attrapé ma main, qui m'a fait juste pour s'opposer à ce geste. Et donc après, je me suis penché un peu comme ça et j'ai remarqué que en fait, c'était un peu des activistes du milieu queer de Ottawa et ils avaient tous attrapé les mains de chaque personne d'à côté parce que parfois applaudir c'est assez mécanique quand tout le monde applaudit. Et donc là, moi, je fais comme ça, et je me rends compte qu'il y a toute une rangée, surtout de personnes noires queer, qui n'applaudissent pas. Et après, toutes les personnes blanches un peu autour ont remarqué un peu. Et à chaque fois qu'il y avait ce genre d'intervention, on n'applaudissait pas. Et je pense que, donc il y a des petites choses comme ça c'était notre manière de le faire. Mais encore une fois, quand on est allié, quand on voit des discours qui démonisent, qui démonisent. Par exemple, moi, je viens du Rwanda, et puis si ça ne se passe pas et puis ça ne s'est pas passé, c'est pas la vérité, mais si j'aime mon pays, j'ai un amour fou pour mon pays, mais si à un moment, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue de santé émotionnelle, si je devais être là, applaudir à quelqu'un qui démonise ma culture, mes origines, mes danses, mes plats, tout ce qui fait en fait mon existence avant d'arriver ici, ben c'est pas ça en fait. C'est pas ça. Et donc, qu'une personne vienne de l'Arabie Saoudite, qu'elle soit queer, qu'une personne vienne je sais pas, de la Chine et tout ça, n'allons pas directement vers ce schéma très linéaire et très rapide de comme oh my god, bah, bienvenue au Québec, hein, il était temps, hein, tu sais, genre c'est sûr que tu vas adorer ça et tout ça, mais et c'est tellement très drôle parce que moi j'ai habité dans 5 ou 6 ou 7 pays d'Afrique, je m'en souviens même pas, et puis ma soeur était déjà venue commencer son bac à l'UQAM, donc moi aussi c'était un peu programmé que j'arrive à Montréal pour faire mon bac. Et puis c'est oh my god, j'ai tellement hâte d'être au Canada, être libre enfin, oh my god. Je savais que j'allais atterrir à Trudeau, que j'allais arriver à Baudry et que j'allais aller au Sky Direct. Je savais, j'avais fait mes recherches, je savais.
je savais. Et là, j'arrive au Sky, oula, non, c'était pas ça en fait. Ma communauté africaine était beaucoup plus queer. Enfin, c'était une essence plus queer qui m'incorporait que celle que j'idéalisais à l'occidental. Parce que je me rappelle, je suis arrivé au Sky, et moi, directement, bah, moi aussi, on m'a un peu traité d'Oreo de très longtemps. Directement, je suis partie dans la salle à gauche, la salle techno, et là, j'ai fait non. Bah, tu sais, il y a du mot, mais je pense c'est à la droite, là, qu'est-ce que tu fais? Non, mais à un moment, vous avez une partie de ma vie où j'étais une personne noire qui met de la techno, ça existe aussi. Mais ça passait pas en fait. J'étais là, non, quelque chose se passe pas. Et voilà en fait. Et du coup, là, moi qui ai passé mon temps à dire, oh putain, j'en ai marre de vous, moi je me casse au Canada, à mes amis du lycée, mes amis du quartier, tout ça. Moi, je dis, oh mon Dieu, j'ai tellement envie d'être dans mon petit bar. Où je twerkais, mais avec, tu vois, mais bon, je faisais un peu la scène et tout ça, mais il y a une communescence, tu vois, où là, il n'y avait pas de, comment on appelle ça, il y avait pas, j'avais pas à me soucier de cette strate de race, en fait, tu vois. Ouais, il y a quelqu'un qui va me faire un, tu sais, il y a une petite brimade, un petit commentaire et tout ça, whatever, mais, tu sais, moi, c'est tellement drôle, et franchement, prenez-le en note, j'ai habité dans 7 ou 6 pays africains. Et ma première grosse expérience raciste et homophobe, les deux d'ailleurs, c'était à Montréal. Donc ça fait réfléchir. Et c'était à la sortie d'un club, 3h du matin, les 2 fois. Tu sais, quand j'habitais en Afrique, on n'a jamais fait de référence à la puissance de mon sexe magique et tout ça. Et ici, il y a que ça. Donc c'est toute une désillusion que moi-même, je me suis amené à déconstruire, que chaque personne qui s'invite à être alliée doit déconstruire et tout. Les identités et les parcours identitaires et les parcours sont multiples et divers. Et le pire qu'on puisse faire, c'est genre mettre quelqu'un dans une case à cause d'où il vient et comment il est. En fait, ça tombe bien parce que la prochaine question était sur si vous pouviez partager des exemples de connaissances, de vécu personnel. Fait que voici. Si ça tombe, sinon, on pense à autre chose. En fait, juste avant sur ce que Wayo disait, je voulais juste faire. C'est drôle, j'aime pas cette expression. Je voulais faire du pouce sur ce que Wayo disait par rapport à, justement, de manière générale, les espaces LGBTQ, puis on en a un peu parlé aussi, comme ça s'applique également aux organismes, mais surtout si on parle comme des espaces juste de socialisation, sortir, toquer, comme se retrouver et tout. Juste faites l'expérience de commencer à vous. Puis je pense justement c'est aussi important en tant que de personne qui veut agir en tant qu'allié. De se poser les questions tout le temps, justement, de commencer à observer, bon, les espaces que je fréquente, puis c'est cool, j'en ai plein, je vais sur mon Sky, je suis bien, je vais au Unity, je suis bien et tout. Qui est absent de ces espaces-là? Qui je vois pas? Qui, quand je vois, je peux voir aussi qui sont mal à l'aise ou qui sont Puis aussi, justement, en tant qu'allié, de commencer peut-être à exiger que ces espaces-là prévoient carrément des... Tu sais, parce que comme, je sais pas si tout à l'heure vous avez parlé de non-mixité avec telle salle pour faire une soirée, puis je vais comme advocate aussi pour que ça puisse rester non-mixte, ou je vais advocate pour genre assurer que, aussi, comme pour justement bien filtrer les personnes qui rentrent, puis comme, ou juste comme vous trouvez des, tu sais, comme, je sais pas, mais il y a comme toutes sortes il y a des choses à faire comme du moment que vous commencez à remarquer qui est absent, puis à vous préoccuper aussi de qui est absent, de comment juste comme, ok, déjà sont où, qu'est-ce qui se fait, puis comment je peux supporter justement ce qui se fait. Donc, de manière un peu plus, I guess, théorique, mais ça peut être personnel aussi, si on pouvait parler aussi des effets que ça peut avoir de vivre ces genres de trucs au quotidien, genre, pour la personne qui connaît rien de ça, qu'est-ce que ça fait, tu sais, comme d'avoir une personne qui vient toucher tes cheveux sans ton consentement, ou comme de faire comme ces trucs, ces petits commentaires racistes ou homophobes, ou les deux en même temps, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça risque de faire à une personne? Juste en réponse à ça,
si, il n'y a pas grand monde, il y a quelques personnes que je connais, mais comme, si je me lève là, puis que je viens vous battre sur la tête, ou que je viens mettre dans votre visage, vous allez trouver ça agréable. Donc, pourquoi juste toucher des gens qu'on ne connaît pas? C'est juste, cette question est tellement de base, vous n'allez jamais accepter que quelqu'un que vous ne connaissez pas vienne mettre sa main dans vos cheveux. Vous n'allez jamais accepter que quelqu'un que vous ne connaissez pas vienne mettre la main dans les cheveux de votre enfant. Pourquoi est-ce que vous allez faire la même chose à quelqu'un d'autre? Il n'y a pas de... C'est aussi simple que ça, quoi. C'est juste espace personnel. D'ailleurs, je sais pas, je sais pas pour vous, mais quand j'avais mes locks, ou tu imagines des gens avec des tresses aussi, il n'y a jamais plus de personnes qui viennent te toucher que quand tu as des tresses ou des locks. Tu sais, je vois des looks, tu sais, ou même quand tu as tes cheveux longs, naturels, genre des gens qui viennent juste carrément se mettre la main dedans, t'es comme, yo, mais c'est plein de produits, qu'est-ce que tu fais là? C'est dégueulasse, tu veux pas ça? Anyway, bref. Ouais, non, encore une fois, en partant d'anecdotes et ensuite moi, je me rappelle, j'étais à un party, une soirée étudiante, c'était l'été, c'était bien fun. Et on était sur le balcon, ma pote et moi, on fumait tout ça. Et puis, donc moi, je lui parle. Et puis, elle avait des tresses. Et là, il y a une femme blanche qui... Bah, moi, je suis en face, et donc on est sur le balcon. Puis c'est un party étudiant, plein de gens qui fument sur le balcon. Donc c'est un peu crowded. Et là, la femme blanche commence à prendre ses tresses et à littéralement faire ce geste avec ses tresses, mais genre de façon continue, tu vois. Et moi, en fait, ma pote et moi, après coup, on s'est rendu compte que tous les deux, on a eu un petit choc. Parce que moi, de l'autre côté du balcon, je suis en train de voir ça, je fais... Cette personne connaît ma pote, c'est sûr. C'est évident. C'est sa copine. Ça c'est des copines. Moi, je ne connaissais pas cette copine. Je dis, et puis parce que ma pote est déjà en train de fumer, elle n'a pas bougé. Elle a juste laissé comme. Et puis nana, et puis l'autre. Et puis voilà. Donc, et puis après, c'est noté que le lendemain, j'ai fait. Ah, mais quand même. Ah non, je ne la connaissais pas. Oh, et là, donc moi, je vais vous dire franchement, nous les personnes noires, et surtout les personnes noires queer et trans, on a des PTSD. Et c'est très... C'est post-traumatique. C'est vraiment post-traumatique en fait. Okay, donc, et moi, honnêtement, il n'y a rien de plus frustrant dans ma vie d'avoir ça, d'avoir des triggers. C'est tellement chiant de se promener dans la rue, dans le monde, avec des triggers. Parce que, je me rappelle, genre, il y a une personne qui a essayé de faire ça à une autre de mes copines en club, et ma main est partie très violemment. C'était violent, c'était violent, mais je ne suis pas une personne violente. Et puis, quand je suis rentrée chez moi, j'ai dû faire un self-reflect de cet acte violent que j'ai fait. Mais c'est, tu vois, parce que je repense, le trauma et les réponses au trauma sont des trucs de la psyché où, nous, je pense pas que quelqu'un ici a l'éducation suffisante, la connaissance suffisante de le comprendre. Mais c'est ça en fait. Et puis il y a comme des trucs, il y a ça, il y a les cheveux avec mes amis, il y a aussi genre, il y a des espèces de positionnements physiques que je fais avec des issues de secours, il y a des esquives que je prépare toujours, par exemple genre, tu sais moi j'ai le crâne rasé. Et je sais pas aussi, c'est comme les cheveux, il y a des gens qui aiment toucher ça. Et c'est super sensible, un crâne rasé, c'est super sensible. Et donc, parfois, j'ai des mains levées, je fais des trucs comme ça, en plein au travail. Et là, je dois me ressaisir. Et puis, je me dis, mais la charge émotionnelle de se promener dans tout ça, c'est tellement... Et puis, après, aussi... moi, j'étais dans beaucoup de lycées... de collège et de secondaire privé, donc j'ai beaucoup été avec beaucoup de blancs d'abord, avant de traîner avec plus de noirs, et donc du coup, j'ai plein de petits trucs qui sont passés, et puis ça ressort maintenant quand je suis arrivé à Montréal, je suis allé à Ferté, je suis allé à Arc-en-Ciel d'Afrique, j'apprends sur le racisme, et donc je me suis fait appeler le petit Blackos, mon chéri Blackos, et toute... pendant 5 ans de ma vie par des amis à moi, et là je suis comme oh mon Dieu,
il y a un truc aussi, et ça me rend tellement triste, je n'arrive pas à traîner avec mes collègues de travail après le travail. Parce que c'est pas des personnes méchantes, mais c'est juste genre, tu vois, je suis genre, parce que genre, tu sais, j'ai une collègue qui, québécoise, mais elle dit, ah, moi je peux pas sortir avec un Québécois ou un blanc, moi j'aime ça, la mélanine, les autres cultures, nanana. Et puis moi je suis comme, non, je vais pas faire ça au travail, je vais pas lui expliquer ça. Ou, tu sais, de partout, les collègues hommes cisgenres qui font des blagues un peu misogynes, et puis moi je suis comme, je réponds à mes emails. Donc, non, parce que pas de charge émotionnelle au travail, non. Et donc tu vois, tout le monde... Résolution pour 2020. Non, je fais pas ça. Et puis vu que quand même je suis une personne, je pense, tout le monde, beaucoup de gens disent, je suis une personne gentille, sociale, aimante et tout ça. Ah ben ils sont là, oh tu viens jamais au potluck, tu viens jamais quand on sort ensemble, je dis non, toi, avec de l'alcool, non. C'est un autre truc, tu sais, ça, vivre de façon, et c'est pour ça qu'on parle d'espace non mixte, tu vois, parce que nos sociétés, hors de les zones où on peut les contrôler, ne sont pas mixtes. Au travail, tu dois contrôler, à l'école et tout ça. Donc, à un moment, c'est juste que on n'a pas envie d'avoir on a envie de désactiver nos trigger system, en fait. Et juste d'être fou, je peux m'asseoir dans un salon chez ma copine avec que des noirs, je mets mes pieds sur le canapé, je fais une blague, je rigole, et tu vois. Et donc, ouais, c'est ça, je pense, pour comprendre un peu les personnes queer, noires, racistes, il faut aussi comprendre qu'on a tous une espèce de dictionnaire, de portfolio qu'on se traîne avec, on est en mode traumatisé, en fait. Tu sais, je n'avais pas réalisé, mais en fait, mon copain m'avait dit, après un certain moment, on est allé au cocktail de Massimadi, le lancement de Massimadi récemment. Et il me parle après, il fait comme, je pense pas que je te vois aussi content que ça, que quand tu es entouré d'autres personnes noires. Je ne l'ai pas réalisé, en fait, que ça c'était là pour moi, mais en fait, l'effet, on dirait que c'est tellement... Je réalise pas, mais c'est un poids qui est levé, en fait. J'ai pas à m'expliquer, comme je disais dans le dernier panel d'ailleurs, j'ai pas à m'expliquer, j'ai pas à me casser la tête sur si je dis la bonne chose. On peut se permettre de faire des blagues, on peut se permettre de faire ça d'une manière qui est comme pas... C'est difficile parce que souvent des personnes vont nous approcher pour dire, en fait, ben, les espaces qui sont nommés blanches, pourquoi ce serait pas acceptable, par exemple, on s'entend, c'est un KKK rally à la base, ou juste une soirée Unity, like, let's go. Mais en fait, c'est la non-mixité est très importante pour des personnes, peut être très importante pour des personnes racisées, même si on ne réalise pas encore, tu sais. Parce que ça m'a pris un moment de réaliser que des espaces où il y a beaucoup plus de personnes noires, ça me faisait tellement chaud au cœur. Juste, tu sais, tantôt de parler entre nous et de jaser là-bas, c'est d'entendre comme tout le monde qui est comme content et tout, tu sais, comme ça nous rend... on est un peu dans notre élément, tu sais, puis ça fait juste du bien de pouvoir être ensemble et de célébrer ce qui nous rassemble et qui... c'est ça, je suis émotionnel. Venant de cette approche-là, ben, souvent quand même, tu sais, la stigmatisation, ça a des effets négatifs aussi, mais une recherche que j'ai lue récemment d'ailleurs parlait justement de la manière dont une personne noire peut utiliser les stéréotypes à son avantage. Par exemple, une personne sur une application de rencontre qui est juste comme, regarde, c'est 3h du matin, je veux juste baiser. Let's go. Tu sais, puis il reçoit une personne, puis la personne, c'est une personne qui fait suivre des personnes noires, puis il était comme, regarde, des fois, I'm just gonna take it, tu sais, parce que ça me tente d'être dans cette situation-là. Tu sais, ça a des effets un peu intenses. Ça a un effet émotionnel aussi d'aller dans ce genre de sachant que la personne s'intéresse pas à toi de toutes sortes de manières, mais ça, quand même, la personne se qualifie ça comme un bénéfice pour elle. Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles ces genres de trucs-là où on pourrait essayer de utiliser le système à notre avantage, la structure, la manière dont le système est fait, est-ce qu'on peut le remanier pour essayer de restructurer ça pour notre bien personnel ou collectif? How do we get what's ours, genre?
basically. I have too many examples. Ok. Ouais, c'est Mais ça. peut-être, vas-y, parce que moi, je vais encore partir dans mes trucs théoriques. De Non, ça. mais on a besoin des deux, là, c'est parfait. Mais ouais, très rapidement, c'est vraiment. Donc, un autre truc en fait avec les personnes noires, queer et racisées et trans, ton identité est théorisée et ton identité est réfléchie alors que ton identité n'est pas vécue. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai dû m'asseoir et comprendre certaines strates de mes identités. Et j'ai compris que, en fait, il y a un pouvoir dans la docilité de la féminité. Je ne sais pas dans le sens, en fait, nous sommes en réunion au travail et tout ça, et puis, oulala, j'ai des collègues, femmes blanches, mais alors quand elles sont pas contentes, elles le disent, non, elles se lèvent et partent, non, donc elle est comme ça, Lorraine, tu vois. Et puis, il y a un homme noir qui a essayé de faire ça au travail. Oh, bah, il n'est pas resté longtemps. Non, il n'est pas resté longtemps. Oui, il y a une autre collègue à nous qui est très hypochondriaque, femme blanche. Oh là là, j'ai chaud. Ouais, tu peux rentrer, tu peux prendre ton après-midi. Un autre collègue noir qui va être absent pour vraiment des vrais problèmes de santé, et puis qui va être approché par le management et le HR. Et moi, je suis juste là, en fait, j'observe tout ça, et mais parce que moi, je suis venu ici, j'ai un loyer à payer, excusez-moi, mais charge émotionnelle, zéro, je ne suis pas payé pour ça, tu vois. Et c'est tellement intéressant, même les salles de réunion, il y a tout le temps tout le monde qui se place aux mêmes endroits, et tu vois que genre, tu sais, dynamique, les plans là, les plus proches de là où ça a l'air d'être le centre de la table, avec... Donc c'est ça, et quand je disais que, tu sais, il y a cette espèce de, like, the gay effeminate person, la personne gay efféminée, qui n'est pas un threat à le système suprémaciste blanc entier. Et honnêtement, moi je joue avec ça. Je joue avec ça clairement. Mais parfois ça a des, comment on appelle ça, son revers. Hein, ça sent plus. Et parce que du coup, par exemple, avec certaines femmes blanches, elles vont. Ça va, quand je joue avec ça, j'abandonne ce que j'appellerais les boundaries. Il n'y a pas de frontières, de limites en fait. Elles sont et puis c'est dans ton espace très rapidement, tout le temps. Oh, est-ce que tu as mis la couleur de mes ongles? C'est comme, ok, comment tu vois? Et puis après, quand tu essaies de mettre des frontières, ça c'est encore, ça apparaît plus froid parce que venant de toi qui est censé être la personne, c'est moi, je l'entends, je dis mon Dieu. Et puis au travail, j'avais dit un truc, c'était en juin dernier, j'ai dit plus personne ne peut dire Yance, parce qu'à un moment c'était devenu tout le monde, si vous ne faites pas un don à un organisme trans. Alors ouais, il y a plus de Yance, hein. Il y a eu plus de Yance du tout, il y a eu plus de Yance. Et moi j'étais comme, oh, ok, c'est pas grave. Enfin, c'est pas assez grave, mais dans le sens qu'au moins j'ai pas le Yance qui me tapote ici, là, le mois de juin, du 1er au 31. Et donc c'est ça, et la navigation est complexe, mais la navigation se fait. Je dois avouer que oui, tu sais, je la joue RuPaul Drag Race. On a failli me retirer ma carte queer parce que je n'ai regardé un seul épisode de RuPaul Drag Race. Et honnêtement, moi, j'ai pas aimé, tu vois. Mais s'il y en a des personnes LGBTQ noires qui n'ont pas accroché, moi, j'ai pas accroché du tout. Mais mes collègues hétérosexuels blanches, waouh, elles sont dedans, tu vois. Et donc, tu sais, je navigue avec ça pour en fait aussi avoir un peu de paix, en fait. Parce que, tu sais, moi, j'ai tous mes collègues noirs, tu sais, alors qu'il y a les hommes, et puis il y a certains collègues à moi, des hommes noirs, qui font des choses, du mon Dieu, mais... Parce que tu as la femme blanche en face de toi qui a encore cette perception de toi, homme noir, musclé, très dark skin. Genre, tu sais, il y a eu des harassment, like, des problèmes de harassment au travail, mais bien sûr, moi, je stratifie ça encore tu sais, parce que les femmes blanches aussi, elles ont leur tort dans ça, mais bon, le système dans lequel on est. En tout cas, tout ça de loin, mais tout ça pour dire que oui, on navigue et on est un peu obligé pour parfois... Il y en a qui ne le font pas, qui sont unapologetic, et franchement, je les admire, je sais pas comment, mais moi,
juste me battre avec des gens que je vois 37 heures par semaine, je pourrais pas. Tu vois, Ouais. Mais en fait, je pense que c'est ça. Je pense que ça revient en fait à choisir nos batailles. Comme il y a des moments où justement, tu es comme j'ai vraiment pas envie de gérer ça. Fait que, okay. J'ai remarqué moi souvent parce que bon, j'ai grandi ici et j'ai remarqué que souvent quand je suis avec beaucoup de personnes blanches, mon accent québécois sort. Bien profond. Puis il y a des gens des fois qui me regardent et je suis comme ouais, c'est et puis justement donc il y a des trucs comme ça où je vais comme justement montrer plus comme dépendamment de l'environnement où je suis, ben c'est ça, je vais montrer plus que hey, regarde j'ai des références culturelles au Québec, tu sais, je suis du site. Puis non, c'est ça. Donc oui, il y a des. Puis ça aussi, ça se fait dans plusieurs justement au travail, dans les cercles d'amis et tout, comme le code switch, la manière que tu vas justement comme décider de parler ou juste faire comme ok ben ça je vais laisser passer le gars, c'est le hey girl, puis ces trucs là où justement parce qu'il y a des fois des personnes, j'ai travaillé au Starbucks avant de travailler à la chaire. Et puis, c'est vraiment toute une expérience, comme justement des personnes qui ne te connaissent pas, mais parce qu'ils voient une meuf noire. Hey girl! Puis commencer tout de suite, genre, aller hyper dans le cliché. Puis en même temps, j'étais comme, je veux mon type. Hey girl! Tu sais, oui, effectivement, il y a des moments où je voulais mon type. Fait comme, il y a des moments où justement, comme, tu navigues et tout, puis tu peux le jouer à ton avantage. Mais en même temps, c'est ça, c'est comme, est-ce que c'est vraiment le jouer à son avantage ou c'est juste faire comme, ben, je vais pas me faire chier, excusez-moi du terme, je vais pas me faire suer puis comme, je vais aller chercher les miettes que je peux aller chercher comme, en ne pas me faisant suer. C'est les miettes d'un cookie, je veux le cookie à la base. Donc, ouais, c'est ça, je pense que c'est vraiment comme ça revient à choisir ses batailles puis je pense que n'importe quelle personne marginalisée, en fait, choisit ses batailles face, comme vis-à-vis des personnes qui représentent comme l'être dominant. Le code switch au travail, là, j'adore. D'ailleurs, je remarque que souvent, il n'y avait pas de personnes noires qui travaillaient à réseau jusqu'à très récemment. Et là, on en est 4, je pense. Ce qui est quand même cool, un peu divisé partout, dont moi et Gabriel pour notre rôle pour le projet communauté, qui est vraiment cool. Mais lorsqu'on est tous les trois dans notre bureau principal, moi et Gabriel et Denis, c'est la conversation, ça change complètement. Mais des fois, t'oublies que t'es entouré de personnes blanches. Et là, t'agis comme si t'étais avec la communauté. Tu sais, fait que t'es juste en train de chiller, ça monte, le volume commence à monter, tout le monde est en train de jazzer. T'es comme, non, mais est-ce que t'as entendu la nouvelle chanson de Michael Montano? Genre, comme tout le monde est en train de jazzer de whatever. Puis là, finalement, t'oublies qu'il y a d'autres personnes autour de toi, puis ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? Puis tu t'interagis jamais avec elles de cette façon-là, right? Fait que c'est juste hyper malaisant. Des fois, t'es juste comme, peut-être que j'aurais à faire ça. En même temps, je trouve que c'est intéressant. Je pense que nous trois, en fait, on travaille dans des domaines où, je sais que, par exemple, à ma connaissance personnelle, je me souviens de la chaire de recherche contre l'homophobie qui s'est fait call-out sur Facebook à cause qu'il avait posté une photo dont il y avait uniquement des personnes blanches qui travaillaient là. Problématique. On sait que dans nos communautés, c'est quelque chose qui est présent, mais qu'est-ce qu'on fait pour réclamer ces espaces-là, puis qu'est-ce que ça veut dire pour nous, t'sais? Je réfléchis à ça, je réfléchis au fait que, par exemple, lorsque moi j'ai commencé à travailler pour Réseau, on m'a dit, dans le processus de l'entrevue, j'étais comme, c'est quoi le budget du projet? Puis, qu'est-ce qu'on fait? Puis, est-ce que vous avez vraiment l'approche par épaule en tête? Parce que sinon, je me casse, over it. Parce que sinon, c'est comme, je veux le travail qui va me permettre de travailler pour la communauté. Quand j'ai travaillé pour le projet du Sans Donner, j'étais comme, est-ce que nos participants sont rémunérés? Maintenant, je suis comme, est-ce que les personnes qui participent à notre étude sont rémunérées pour leur temps et l'effort qu'ils nous donnent? Parce que sinon, regarde, non, c'est hyper important pour moi que, we get what's ours de ces mouvements-là qui veulent capitaliser sur nos connaissances, tu sais. Ben, trop souvent, des personnes, on le voit surtout, on le voit avec les communautés trans aussi, c'est la même chose, qu'on est constamment en train d'être recherché. On est toujours en train de monter une recherche qui implique les personnes trans, puis à chaque 6 mois, tu vois un grad student, une étudiante à la maîtrise, qui est en train de faire sa thèse, puis il est son mémoire, puis il est comme, j'ai besoin de tel nombre de personnes trans pour venir participer à mon étude.
tu sais, sur tel sujet, majoritairement des personnes cis d'ailleurs, ce qui est vraiment weird, qui vont venir parler de ces genres de trucs-là. Mais ces personnes-là, sont-elles rémunérées pour leur temps? Souvent, non, tu sais. Est-ce qu'on est en train de valoriser ces comportements, est-ce qu'on est en train de valoriser les informations qu'on est en train de recueillir de ces communautés-là? Je veux que des personnes noires reçoivent de l'argent pour le travail qu'ils font, puis je veux aussi que le projet soit mené en fonction de leurs opinions. C'est pas à nous d'aller décider comment le projet va se développer, c'est à eux, d'abord et avant tout. Comment est-ce que dans votre travail à vous, vous faites en sorte d'assurer que on challenge la stigmatisation qui nous existe, puis comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer le sort de nos communautés au sein de ça? Et dans ça, je veux dire, bien entendu, les communautés noires spécifiquement, mais aussi les communautés racisées de façon plus générale, et aussi les communautés racisées LGBTQ+, 2+. Je trouve ça vraiment intéressant que tu amènes ça. Parce que hier, j'étais dans un autre panel, puis je parlais de ça, en fait, parce que ça s'applique justement dans le milieu LGBTQ, ça s'applique dans le milieu des arts, ça s'applique dans le milieu de la recherche, dans le milieu académique. Basically, en fait, les personnes marginalisées, comme il y a un truc, en fait, comment justement intégrer, en fait, c'est déjà de reconnaître que les personnes marginalisées, donc ça inclut personnes noires, tous les groupes marginalisés, se pensent, se créent, se racontent, puis s'étudient d'une certaine manière elles-mêmes, s'organisent elles-mêmes. Puis une fois qu'on a reconnu ça, moi, j'avoue que j'adopte de plus en plus la position plutôt que d'essayer de se battre pour avoir une place, pour avoir justement des miettes d'un cookie qu'à la base, on ne veut pas vraiment nous donner, mais que parce qu'on doit avoir des quotas, parce que, bon, justement, on en parle de plus en plus, il y a de plus en plus de financement qui est offert parce qu'on en parle. Donc là, on va aller chercher, fait qu'on va en parler, mais c'est plus à poudre aux yeux. Donc, parce que justement, c'est plutôt ce qu'on constate, puis qu'au final, on voit des postes se créer pour la diversité ou moi, en plus, je crois que tu as parlé de la chaire. Comme, la chaire, il y a un travail qui s'est fait, je suis un peu dans une bulle, mais je remarque quand même que je suis la token de service, en fait. À part moi, il n'y a pas de personnes racisées, puis il n'y a pas de personnes racisées qui sont engagées, sauf sur des postes pour personnes racisées. Donc, un moment, quand on constate ça, je suis comme, bon, c'est bon, vous avez eu votre noir, vous faites le travail, oui, c'est vrai, je le vois, mais il y a vraiment encore un gros travail à faire. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans plusieurs organisations, ben justement comme à majoritaire, ben comme qui sont institutionnalisées, installées et tout, qui sont justement blanches souvent. C'est que justement il y a cet espace qui va être créé sans vraiment avoir le travail qui se fait avec, de se déconstruire puis effectivement justement comme se décoloniser aussi dans nos manières. Puis ça fait que au final, ben justement c'est ça, il y a des petites miettes qui seront reçues. Donc tout ça, je suis plus comme laissons tomber sur ça, comme reconnaissant justement que parce que ces systèmes-là sont en place, ben en fait les personnes marginalisées se sont organisées elles-mêmes. Donc plutôt que d'aller appliquer sur telle subvention de diversité, ben je vais faire le choix intentionnel d'envoyer l'information en fait aux organisations que j'ai reconnues ou aux groupes que j'ai reconnus qui s'organisent plutôt que de prendre puis ensuite chercher comment je vais faire, comme il y a des gens qui le font. Fait redirigeons les ressources vers ces gens-là, aidons-les, tu sais, comme, puis quand je parle de ressources, oui, les ressources financières, c'est comme le combat de tout le monde, genre. Fait que les ressources financières, mais aussi les ressources comme, tu sais, je veux dire, les ressources comme humaines, tu sais, vous avez des personnes, justement, comme les organisations et tout, ont des personnes qui travaillent sur chercher des subventions, des personnes qui travaillent sur faire comme des fois les programmations ou comme de l'accompagnement, des formations, des trucs comme ça. Donc, de rediriger ces ressources, telle formation pour faire ci se passe, on sait qu'on vous voit, justement, on vous voit, fait venez, vous pouvez aussi avoir accès à ça. Donc, il y a tout ce travail, en fait, qui
qui serait rendu possible du moment que, ben justement, cette étape de on vous voit se fait, puis on reconnaît que vous existez, puis on reconnaît qu'en fait, ce que vous faites a de la valeur, puis qu'on n'a pas les connaissances, parce qu'au final, on est tout le temps obligé d'aller vous chercher, mais quand on va vous chercher, on va pas reconnaître la valeur parce qu'on va pas vous payer, on va pas vous donner accès à tout justement ce que Vincent vient de dire. Donc, plutôt que de continuer dans cette roue-là, où au final, on est que dans la poudre aux yeux, puis on n'avance pas la conversation, puis on n'avance pas comme... Tu sais, au final, les communautés qui sont concernées se développent pas plus, puis on est toujours dans le même discours de « Ouais, mais on n'arrive pas à aller rejoindre les personnes racisées. Ouais, mais on n'arrive pas à aller rejoindre les personnes en situation d'handicap. Ouais, mais c'est parce que tu l'as pas comme on l'a. On voit. Tout simplement, on voit. On va s'en occuper. On va te les rejoindre les personnes. » Donc, je pense qu'il y a ça, en fait, qui doit être fait. C'est de reconnaître qu'on existe, puis de reconnaître la valeur, puis justement, une fois que c'est fait, ben, de travailler en mode biopartage de ressources parce qu'on les a justement établis. On va utiliser le fait que ben justement, pour s'appliquer sur cette subvention-là, il faut que tu sois un organisme établi depuis 2 ans, 3 ans, il faut que tu sois enregistré, il faut que tu aies ci. Bon, on sait que vous l'avez pas parce qu'on connaît les dynamiques qui font que les groupes marginalisés ont des struggles à faire survivre leur organisation. Donc, ben, on va utiliser le fait que nous, on l'a, mais je sais pas, on s'est signé un contrat avant que tout ce qu'on reçoit de ça vous est versé directement. On n'a rien à dire. Parfait, ok, pas de problème, merci. Là, tu viens d'utiliser ta position de pouvoir, tu viens d'utiliser l'accès que tu as à tes ressources pour effectivement avoir un impact réel sans ensuite devoir aller chercher comment je vais rejoindre les personnes racisées. Voilà. Dis, mais c'est drôle, à chaque fois j'ai des petites anecdotes. Hein. Mais c'est assez intéressant parce que j'étais à l'université et tout, et puis c'est vraiment quand je suis arrivé à l'université, question de genre, question de race, tout mon environnement en parlait et tout. Et là on avait un étudiant très précis, très hétéro, blanc en échange d'Europe. Et franchement, honnêtement, lui, il écoutait beaucoup. Hein. Franchement, il écoutait. C'est pas du genre, non, en fait, non, il écoutait. Et là, bref, on est resté en contact et tout. Bah, parce que, tu sais, dans notre groupe, c'était question de traits de genre féminisme intersectionnel, tu sais, queer racisé. Donc, ça chauffait, c'était dans les années 2012, 2013 et tout ça. Et puis là, il rentre en Europe et tout, et puis il fait sa maîtrise et tout ça. Et il nous envoie un message groupé à notre au groupe d'amis et tout, il nous fait c'est tellement drôle. Là, il nous envoie en fait son projet de mémoire de maîtrise en fait. Et son projet de mémoire de maîtrise, c'était genre la masculinité toxique dans les institutions internationales. Et il a fait un gros pavé de mémoire là-dessus. Il a parlé de Poutine, de Sarkozy, de Bush, de Trump, comment ça influe, comment la masculinité influe sur les relations internationales, mondiales, les guerres et tout ça. Et puis aujourd'hui, il travaille dans une super grande institution européenne et je ne peux même pas imaginer son salaire du coup. Et moi, toi là, tu nous écoutais, hein, quand on était là-bas, tu nous écoutais les queer femmes trans, les queer femmes, tu nous écoutais, tu allais écrire là. Et maintenant, tu es là à Bruxelles, bien. En tout cas. Donc c'est ça, et c'est pour revenir au point de Chakoun, c'est qu'honnêtement, il y a une grande connaissance dans les communautés racisées qui est juste là et qui n'est pas assez reconnue, qui n'est pas assez, on ne donne pas suffisamment de valeur, ce qui est dommage. Et moi, dans mon parcours militant à Montréal, j'ai comme eu deux phases en fait. Il y avait une phase où j'étais comme oh, ils nous écoutent. Ah bon? Ok, allons-y. Et puis après, je suis allée. Après, j'ai dit, oula, tu vois. C'était très. Donc, c'était. Oh, ils nous écoutent, mais tout est déjà en place, en fait. Mais donc, il n'y a pas de. On ne va pas reformer, en fait. Tout est là, mais en fait, on veut vous écouter. Tu vois, oh, ouais, intéressant. Oh, super intéressant. Merci d'être venu et tout ça. Et puis voilà. Et puis, c'est tout. Après, c'est comme, ok. Mais là, je sens, mais c'est encore à travailler. Il y a de plus en plus de choses qui se passent. Bon, après, il y a eu un petit couac où il y a eu beaucoup de tokenisation aussi. Donc, ouais, on met quelqu'un de l'avant, mais genre, il y a plein de projets où, par exemple, il y avait plein de femmes trans noires qui étaient mises de l'avant.
Mais après, si tu fais des recherches, si tu es dans le milieu, tu sais que cette femme trans, des mois plus tard, elle est peut-être sans abri, elle n'arrive pas, le loyer, ça va être chaud pour elle. Alors que juste avant, waouh, c'était à l'avant de toutes les affiches, etc. Donc ça, c'était un problème. Et là, de plus en plus, je pense peut-être qu'il y a une conscientisation de plus en plus. Et moi, c'était... et donc, du coup, pour conclure à ça, j'ai reçu un DM récemment d'une... J'espère que la personne n'est pas dans la salle. D'une personne qui voulait faire une autre recherche sur les personnes trans et queer racisées à l'Université de Montréal, nanana. Et donc, un temps qui n'était pas rémunéré, et donc j'ai juste lâché un vu, en fait. Moi, je fais pas ça d'habitude, tu vois. Je suis pas comme ça. Et j'ai fait, oh non, je fais pas. Et la personne m'a relancé et j'ai toujours pas répondu, mais en fait, parce que, voilà, j'en ai trop fait, en fait. Tu sais, dans ma première vague, où il y avait une espèce d'ouverture, surtout avec Black Lives Matter, il y avait une première ouverture où, allez, on allait partout de façon très volontaire, gratuite, aller draining émotionnel, parler de tout ça. Et pas de résultats concrets. Et puis là, j'ai fait, ah non, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va prendre une connaissance, qui va aller se faire une maîtrise et puis être, je ne sais pas où, à Ottawa ou à Bruxelles, à être payé beaucoup là. Et puis moi, je suis là. Non. Trop vrai. J'avais plusieurs idées qui me sont venues en tête. J'avais écrit, c'était un mess ici dans mes notes. L'idée de consultation, justement, que tu mentionnais, ça me rappelait un peu, en fait, de la position du gouvernement du Canada présentement dans les conversations avec les Wet'suwet'en en Colombie-Britannique. Tu sais. L'idée, c'est qu'on va vous consulter. On n'est pas obligé de vous écouter, on n'est pas obligé de donner de la valeur à ce que vous dites. C'est vraiment juste une consultation qu'on veut faire. On veut vous écouter. Mais à un certain moment, l'écoute n'est pas assez. Il faut qu'on continue, il faut qu'on passe aux actes. Puis c'est ça qui est important dans le truc. T'sais. Si on écoutait vraiment les communautés autochtones de la nation Wet'suwet'en, le pipeline aurait été mis en pause, la GRC ne serait pas sur leur territoire, point barre. Mais on est en train de commencer à créer un narratif de comme « Ah, les méchants Indiens, je fais des grosses... finger quotes, whatever, à ça, mais tu sais, comme, c'est l'impression qu'on est en train de donner. Mais la réalité, c'est que c'est à nous où on consulte, mais on n'écoute pas. Puis c'est un problème, tu sais. Je reviens aussi sur tes idées de comme, les personnes noires qui sont, je pense, ce que j'ai écrit, c'est que personnes noires et racisées sont souvent reléguées au poste de diversité, ce qu'on voit souvent, tu sais. Personnellement, je trouve que ça dépend. T'sais. Notre projet, par exemple, est un projet qui est paré pour les personnes noires, donc c'est nécessaire d'embaucher des personnes noires là-dedans. Et personnellement, et je sais aussi pour Gabriel, c'est le sujet de notre recherche, de nos vies depuis de nombreuses années. Fait qu'on est les personnes à embaucher pour ça. Mais lorsque la seule représentation des personnes racisées dans l'équipe, c'est que dans le poste qui est réservé à la diversité, mais le message que ton organisation est en train de donner à la population, c'est que vous ne méritez pas plus de représentation que juste la diversité. Pourquoi est-ce que le directeur général n'est pas une personne racisée? Pourquoi est-ce que la personne qui gère les finances, c'est pas une personne racisée? Tu sais, moi, j'ai rentré dans des cours, moi, j'ai passé dans... Je suis pas rentré là-dedans parce que je suis nul à chier en maths, mais tu sais, j'ai passé devant des cours d'économie et des trucs comme ça, mais il y a plein de personnes racisées là-dedans. Alors pourquoi ils sont pas au sein de vos organismes? Ils ont ces intérêts-là pour le communautaire, mais où est-ce que c'est parce que dans nos organismes, on trouve que, tu sais, les personnes racisées sont reléguées pour leur concept de diversité, puis ça vaut seulement ça. Puis malheureusement, souvent, qu'on le veuille ou non, c'est la manière dont on est en train de traiter les gens. Puis c'est problématique, c'est vraiment problématique. Une autre chose que j'avais écrit, c'était que c'est important pour nous de encore reconnaître nos identités comme étant transversales. Surtout dans le milieu queer et trans. Au sein de nos organismes, si on ne voit pas la manière dont la racisation va affecter son identité en tant que personne LGBTQ, mais nécessairement, on va rater une occasion de parler à une certaine partie de la population parce qu'on ne reconnaît pas pleinement son expérience personnelle. Et pour comprendre cette expérience-là personnelle-là, il faut embaucher non seulement une personne en token, mais aussi plusieurs personnes pour pouvoir partager, comme pour avoir une idée de qu'est-ce que c'est, d'arrêter de traiter nos communautés comme étant monolithiques, qu'elles soient plus genre
ouverte et comme ça, et de consulter la communauté d'une façon qui va respecter la valeur qu'il donne. Un truc que je fais souvent, c'est que je donne des conférences et des ateliers aussi, comme vous avez sûrement remarqué. À un moment donné, j'ai donné une conférence pour le gouvernement du Canada. Et j'avais demandé à la personne me demandait c'est quoi votre tarif et tout. J'étais comme, je vais prendre le même montant que votre département a offert à un homme blanc pour faire ce même genre de formation-là, un truc. Ne serait-ce qu'il comptait me payer le tiers de ce qu'il a payé cette personne-là. Mais j'étais comme, non, je vais prendre ce tarif-là, merci. Parce que je sais, c'est nos valeurs, notre travail a une valeur aussi, puis je pense que c'est important de le reconnaître dans cette optique-là. Je voulais remercier nos panélistes parce que je trouve que vous avez apporté des idées absolument formidables. On est un peu dévié de notre direction, mais honnêtement, c'était une conversation tellement stimulante, puis je pense que je vous remercie beaucoup pour vos contributions là-dedans. Si on peut vous donner une bonne main d'œuvre.